Introduce him very briefly as perhaps the major world figure in sociology. He's a graduate of the École Normale and holds today the chair in sociology at the Collège de France. He's the author of at least 29 books and dozens of articles and monographs. So, without further ado, Professor Pierre Bourdieu. Révélateur de tout ce enfin, moi ce qui m'a plus marqué en vous, je comprends maintenant pourquoi j'ai tant aimé dès le début vos écrits, à quel point j'avais plein de choses que je me croyais libre et je ne l'étais pas du tout, de toute la violence symbolique, tout ça, moi je vis exactement. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Attention. Mercredi 1er décembre, 18h-19h sur RDC 95.5 FM, spécial Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord, il y a une urgence, une nécessité. Ne pas se laisser impressionner par les mots, être nature. Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue. Vous faites quoi Pierre Bourdieu? Et si j'osais, vous savez à quoi? Oui, j'ai entendu là une définition qui a été donnée un peu ironiquement. Je l'ai noté, sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Exact. Bon, alors je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus. C'est une définition, comme la plupart des définitions de dictionnaire, qui est complètement tautologique, qui dit deux fois la même chose. Alors je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce soit pas très facile. Bon, le sociologue, enfin tous les scientifiques, essaient d'établir des lois, c'est-à-dire saisir des régularités, des manières d'être régulières, et d'en définir les principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi par exemple les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers. Alors c'est pourquoi, ça veut dire essentiellement comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social, et pas autrement. Pierre Bourdieu, votre œuvre considérable repose sur une idée forte, la reproduction sociale. Tandis que vous avez mis au point des outils d'interprétation incontestables, efficaces. Bref, expliquez-nous tout, à nous qui ne sommes pas forcément pas des familiers de vos œuvres, de votre œuvre. Qu'est-ce que l'inégalité sociale et pourquoi existe-t-elle? Et d'une certaine manière, à quoi sert-elle et comment finit-elle donc par se légitimer? Vaste problème. Mais c'est légitime. Hein. L'inégalité, ça sert à quelque chose? Alors ça, c'est un très gros problème. C'est très discuté, très difficile. Alors je commence par ce que vous avez dit, la reproduction sociale. La reproduction sociale. En fait, une chose, me semble-t-il, importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie, un des mots que les sociologues, entre guillemets, avaient le plus souvent à la bouche, c'est le mot de mutation. Tout est en mutation, ça change, ça change. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change, tout change. Et alors, moi, j'ai eu très vite l'impression que il y a des stabilités, de l'inertie. Alors j'ai essayé par des techniques statistiques, enfin d'une part d'établir ces inerties, ces constantes, qui d'ailleurs rendent la science possible. C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre. Bon. Et aussi de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, on arrive à l'inégalité. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche, on peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Bon, par exemple, si il fait des études pas terribles, il a tout raté, même une petite école commerciale, comme font les fils à papa aujourd'hui. Le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Bon, alors, celui qui n'a pas, et du coup, il va se reproduire. Il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier. Etc. Bon. Voilà. Alors, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital. Laquelle qui est ce que j'appelle le capital culturel, c'est-à-dire alors c'est quoi le capital? C'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue. Bon,
la langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France, même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez 0. Bon. Alors, c'est la langue, c'est bon, tout ce qui va avec. C'est ce qui s'acquiert bon, dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres, en allant, je sais pas, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Bon, par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Bon, ils savent, bon, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors la maîtresse leur dit mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors ils sont contents, ils savent, voilà, bon, et du coup, bah, ils sont bien vus, hein, comme on dit, et bon, ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents, donc ça, voilà. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, etc. Trucs. Bon, voilà. Il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est notre facteur, c'est à capital culturel égal. Il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Alors, ce que on appelle la docilité. Docilité, c'est le mot qui vient du latin. Docilité, ça veut dire qui se laisse instruire. Bon, alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, me semble-t-il. Enfin, les filles réussissent mieux que les garçons. Voilà, les filles réussissent mieux que les garçons. Moi, jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, en grande part, à toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'il demande, c'est-à-dire de la bonne volonté, elle se regarde la maîtresse comme il faut, ou le maître, et bon, et ça paye, c'est récompensé. Étant récompensé, ben ça renforce l'incitation, etc. Voilà. Donc on a une. Alors bon, j'ai donné quelques facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour. Et les hommes, par contre, eux, ils sont plus rétifs. Ils ont du point d'honneur. Enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux. Bon, enfin bref, ce serait long. Hein. Ben, là, je vais dire des choses trop simples et qui risquent de paraître fausses. Hein, mais voilà. Alors, le capital culturel est un élément très très important, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et alors ça, ce sont des choses qui, par exemple, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on disait la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, une génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il y a eu des travaux en partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France, qui ont montré qu'aux États-Unis, les inégalités liées au capital culturel sont encore plus grandes qu'en France, dans la mesure où l'accès aux grandes universités est doublement contrôlé par le capital, d'une part par le capital économique, que ces études valent très cher, et d'autre part par le capital culturel, parce que comme ici, ça se transmet à travers les familles. Bon, c'est pareil au Japon, une étude a été faite par un de mes élèves à l'université de Todai, où on trouve les fils de samouraïs. Enfin, bon, voilà. Bon, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a des inégalités. Bon, ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. C'est un sport de combat. C'est un sport de combat. Ça sert surtout. La sociologie, c'est un sport de combat. Oui, c'est un sport de combat qui, comme les sports de combat, on s'en sert pour se défendre, essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. C'est que. Merci Pierre Moudur. Je n'ai jamais cessé de faire des recherches dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant, et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idées ? Du point de vue d'une
sociologie explicative, enfin qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire, dans les sociétés modernes, est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social, les fonctionnements du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes. C'est-à-dire c'est là que se fabriquent les titres scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession, etc. Donc c'est très important. Et d'autre part, le système scolaire est de plus en plus, dans la société moderne, un des lieux où se reproduisent les structures sociales. Dans toute l'histoire, enfin toute la tradition intellectuelle, les historiens en particulier, on s'est intéressé à ce que j'appelle les stratégies de reproduction, c'est-à-dire les manières dont les groupes sociaux assurent leur continuité. L'exemple par excellence étant les stratégies successorales, mais il y a aussi les stratégies matrimoniales, comment on se marie, le mariage étant une manière de se reproduire biologiquement, mais aussi de reproduire les homogénéités, les différences sociales, etc. Voilà. Donc le système scolaire est tout à fait central pour comprendre les sociétés modernes. Oui. Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et patent qui est l'inégalité des chances oui, enfin, à l'intérieur du système? Oui, c'est intéressant. La question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues. Une chose importante, c'est que sans la sociologie, au fond, personne ne savait ce fait massif, c'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Donc, un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise. Enfin, maintenant, on connaît ces choses-là très bien. Bon, alors, ce fait étant établi, comme tous les faits scientifiques, enfin, bon, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer. Il faut savoir ce que cela veut dire, d'une part, et comment ça s'explique. Bon, donc, moi, l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait. Alors, par exemple, on peut aller très vite, mais on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capital culturel, c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissance, d'expression, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des modes, des manières de travailler, par exemple, c'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner. Alors là, je prends un exemple simple, qui est celui des techniques de travail, par exemple. Je pense que un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles, par exemple, outre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige, bon, outre le fait qu'ils ont une attitude de rapport à la culture, des intéressés, etc., très proche de ce que l'école demande, il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications, pour ne pas dire des incitations, concernant la manière de travailler, la manière d'organiser le travail, dans le temps, laisse tomber ça, fais plutôt ça maintenant, alors là tu ferais mieux d'aller jouer au foot, tu es trop fatigué, ou bien fais d'abord ça puis feras ça après, etc. Bon, ces choses-là qui sont apparemment très peu de choses, presque rien, en fait, me semble-t-il, sont parmi les facteurs de différenciation décisifs.
bon, c'est l'art de travailler. Or, le système scolaire donne ça très peu, pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a pas le temps, etc., mais aussi parce que... par méconnaissance. Par méconnaissance, parce que la plupart des professeurs n'ont pas conscience que c'est ce qui manque. Donc on en vient à exiger l'école elle-même en vient à exiger du non scolaire. Voilà. Alors c'est bon, un des paradoxes extraordinaires. Bon, j'avais signalé ça dans le premier livre que j'avais consacré à l'éducation, cette annotation marginale qui est monstrueuse quand on y pense, un professeur écrivant dans une marge scolaire. Scolaire, évidemment, étant péjoratif. Bon, ça veut dire que le système scolaire ne reconnaît pas valeur à ce que le système scolaire transmet. Il demande autre chose. Il ne se contente pas de... Voilà. Et est-ce que ce système de classement appréciatif selon les catégories, doués, sérieux, faibles, ne sont pas finalement assez significatifs eux aussi? Oui. Sociologiquement parlant. Oui, je pense. Là, j'ai fait une analyse détaillée à propos d'un matériel qui m'était tombé entre les mains par hasard, une analyse détaillée des adjectifs que les professeurs emploient pour qualifier des dissertations, des copies, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a une correspondance assez étroite entre le type de qualité que l'on attribue à travers les qualificatifs et la qualité sociale de ceux qui sont l'objet de ces jugements de qualité. Bon, c'est-à-dire, pour prendre un exemple un peu extrême, mais qui est réel, dans une marge de copie de philosophie, il y avait une fois Serville. Bon, il se trouve que la fille en question était fille de femme de ménage. Bon, évidemment, le professeur n'a absolument pas conscience. Ce sont des lapsus. Absolument. C'était l'équivalent des lapsus freudiens. Alors, il ne s'agit pas de le condamner. Il est probable que celui qui a pu faire ça serait très malheureux s'il m'entendait. Mais ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que les jugements scolaires sont souvent, plus souvent qu'on ne le croit, des jugements sociaux déniés, comme dit la psychanalyse, des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels, qui s'ignorent comme tels, et à travers donc des qualités que l'on croit purement scolaires, on appréhende des propriétés sociales et on ne le sait pas. Pierre Bourdieu, vous venez de publier un long article sur ce que vous appelez la domination masculine. Est-ce qu'il ne s'agit pas autant de la domination que tout homme, au sens sexué du terme, cherche à exercer sur un autre homme, que de la domination des hommes sur les femmes? Est-ce que ce n'est pas une double domination? Oui. En réalité, pour penser ce genre de problème à la fois presque trivial que nous avons sous les yeux à longueur de temps et formidablement difficile, il faut changer très profondément je pense, les manières de penser. Bon, c'est-à-dire que les formes de domination les plus fondamentales, donc qu'il s'agisse de la domination culturelle, qu'il s'agisse de la domination d'une ethnie sur une autre, qu'il s'agisse, je sais pas, des blancs sur les noirs aux États-Unis, qu'il s'agisse de la domination des hommes sur les femmes, etc. Toutes ces dominations sont très difficiles à comprendre parce qu'elles s'exercent en quelque sorte deux fois. Elle s'exerce à travers des contraintes objectives. Bon, par exemple, pour l'Afrique du Sud, jusqu'à une époque récente et sans doute encore pour une grande part aujourd'hui, il y a des ségrégations, c'est-à-dire des interdits objectifs dans l'espace, des lieux séparés, des lieux sacrés dans lesquels certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer, dont certaines personnes sont exclues, etc. Bon. Donc il y a des formes objectives. De même, encore aujourd'hui, il y a des professions où, sans que cela soit interdit, de fait, les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas présentes, ou si elles sont présentes, c'est toujours dans des positions inférieures, dominées, etc. Bon. Alors, ça, c'est du côté objectif. Bon. Et puis, et c'est là ce qui est souvent oublié dans les analyses, je fais l'hypothèse que ces oppositions objectives, ces structures objectives, ces divisions objectives deviennent ce que j'appelle des principes de division. Des principes de vision du monde. C'est-à-dire, par exemple, la plupart des sociétés archaïques, moi j'ai beaucoup travaillé sur la société kabyle, sont organisées de manière, j'avais dit, maniaque, obsessionnelle,
selon l'opposition masculin et féminin. Par exemple, la maison, c'est vrai d'ailleurs encore dans nos sociétés, la maison est un sous-espace féminin à l'intérieur du monde masculin. Il y a l'opposition maison, place publique, ou aujourd'hui maison, café. Alors, la place publique étant masculine, étant le lieu du discours, de la parole masculine, de la politique, etc. La maison étant le lieu de l'intimité, de la psychologie, de l'intériorité, de la biologie, de la reproduction, de la nature. Bon, c'est culture, nature, etc. Bon. Mais cette opposition-là, elle existe donc dans l'objectivité, mais elle existe aussi dans les structures mentales sous la forme de couples d'opposition, d'adjectifs. Il faudrait prendre des milliers d'exemples. Et l'accord entre ces oppositions objectives et les principes de division subjective fait que tout paraît aller de soi et des choses qui devraient surprendre ne surprennent pas. Par exemple, un exemple très simple, tout à fait présent dans nos sociétés, la logique de la vocation. On dit ah oui, cette fille, elle n'aime pas les mathématiques, ou bien ah non, c'est une fille, elle va pas aller à la Polytechnique. Donc, la logique de la vocation, qui est un des grands principes de l'élimination différentielle des garçons, des filles et des enfants de différentes origines, est un phénomène très mystérieux. Les éliminés s'éliminent. C'est-à-dire les filles, on ne les chasse pas de certaines disciplines. On ne leur dit pas qu'il faut faire de la psychologie plutôt que de la sociologie. Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de filles en psychologie, l'âme, l'intime, la maison, hein, qu'en sociologie, la politique, l'agora, etc. Bon, alors, c'est quoi? C'est que inconsciemment, comme on dit, les filles s'orientent vers ce pourquoi elles se sentent faites, elles pensent avoir la vocation, et elles pensent le faire librement. Elles pensent le faire librement, et inconsciemment, les mécanismes d'orientation, qui ne sont pas nécessairement des mécanismes opérés par des hommes, c'est des notes, c'est des sortes de choses, les poussent d'un côté ou de l'autre. Bon, et on a une espèce d'immense processus de triage qui s'appuie autant sur les structures subjectives que sur les structures objectives. Voilà. Et alors, ce principe, c'est ce que j'appelle l'habitus, voilà, c'est-à-dire, c'est toujours difficile de donner en quelques mots une définition rigoureuse d'un concept complexe. Disons que c'est un système de catégories, de perception, de pensée, d'action et d'appréciation. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que, devant la même situation, deux personnes vont voir différemment, vont construire la réalité différemment. L'un aura une préférence, l'autre une autre. Bon. Ces habitus sont le produit de l'incorporation, hein, on pourrait bien dire de la somatisation, pour employer un vocabulaire psychanalytique, de la somatisation de structures objectives. Bon, il y a la différence objective entre garçons et filles. Autrefois, c'était à l'école, il y a l'école des filles, l'école des garçons, etc. Bon, il y a la différence objective, et elle devient incorporée. Bon, autrement dit, les filles, dans le cas particulier, collaborent, mais pas consciemment, évidemment, à travers leur corps, à travers le fait, par exemple, qu'elles sont du côté du cosmétique, du côté de la beauté, de l'élégance. Dans la division du travail, là, toutes les enquêtes le montrent, les femmes ont la charge de l'intérieur. Bon, et c'est elles qui choisissent les décors, etc. Dans la gestion des biens symboliques. Bon, alors que quand il faut arriver aux catégories les plus élevées dans l'espace social et plutôt au pôle intellectuel pour trouver des hommes qui choisissent leurs vêtements sans consulter leurs femmes. C'est vrai, un fait très bien, mais les femmes ont une spécialisation du côté du goût, de l'esthétique. Bon, alors, et à travers, ça serait une longue démonstration, à travers cette sorte de spécialisation socialement constituée, elles se produisent elles-mêmes comme biens symboliques, qui circulent sur le marché matrimonial. Enfin là, il y aurait à évoquer... Elles deviennent les enjeux... d'un jeu de domination entre hommes. Vous reprenez la notion de femme-objet qui a eu évidemment un succès... lié à Simone de Beauvoir, oui. Mais évidemment en un sens tout à fait différent. Assez différent. Vous pouvez préciser cette différence? Oui, je pense que là vous me poussez à élaborer des choses très compliquées, mais je vais essayer. Comment dire, dans les échanges symboliques, dont la forme par excellence dans la plupart des sociétés sont les échanges matrimoniaux, les femmes
sont objets d'échange et non pas sujets d'échange. C'est-à-dire les femmes sont un instrument de constitution d'alliance, la femme une sorte de prestige. La femme est une sorte de parole qui est entre les mains des hommes, le père, le frère, et puis ensuite le mari. Encore aujourd'hui, enfin, c'est un porteur, c'est un sémaphore. Enfin bon, elle porte des bijoux, etc. Elle porte la condition sociale de son mari. Donc, et à ce titre, elle est dans les jeux symboliques beaucoup plus objet que sujet. Et là, on pourrait montrer encore aujourd'hui que si on prend les statistiques de distribution des femmes selon les professions, les femmes sont toujours plus représentées dans les fonctions de représentation. L'exemple simple, c'est les hôtesses de l'air, etc. Les fonctions dans lesquelles il s'agit essentiellement de faire, mais de faire quelque chose qui vaut par la manière de le faire, par le vêtement que l'on a, que l'on met pour le faire, etc. Elles sont préposées aux signes de distinction. Voilà, exactement. Alors elles ont partie liée, effectivement, avec ces mécanismes de domination symbolique que j'ai décrits par ailleurs. Oui. Et c'est ce qui illustre assez bien ce concept de violence symbolique qui est très important dans votre œuvre. Voilà, alors oui, la domination masculine est la forme par excellence de la domination symbolique. C'est une domination qui s'exerce... alors les mots sont très difficiles sur ce point-là, parce que on peut facilement imputer la faute au dominé. Blâmer le coupable, comme on dit. Blâmer la victime, pardon. Blâmer la victime. Donc il faut faire très attention aux mots. La domination symbolique est une domination qui s'exerce avec la complicité de celui qui l'a subi. Mais le mot de complicité, il ne faut pas le prendre au sens sartrien, de mauvaise foi, je me mens à moi-même, je suis pas de sens moral. C'est, d'une certaine manière, mon corps qui collabore, en quelque sorte, avec des structures dont il est l'incorporation, dont il est le produit. Nous ne savons pas, par exemple, quand nous marchons, rien ne paraît plus naturel que la marche. Or, c'était l'exemple célèbre de Marcel Mauss, qui a inventé la notion de technique du corps. Il a montré qu'après la guerre de 14, quand on a voulu faire défiler des soldats français avec une musique anglaise, des soldats anglais avec une musique française, ça ne marchait pas du tout. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des manières nationales de marcher, autrement dit que cette chose apparemment très naturelle était complètement socialisée. Et c'est vrai de l'essentiel, enfin de nos structures, des structures mentales, des structures de perception, elles sont inscrites complètement dans les plis du corps, dans la manière structurée. Et c'est ça qui expliquerait aussi que les dominants sont également dominés par la structure de domination. Oui, alors là, on le voit bien dans le cas de la domination masculine, la phrase célèbre de Marx, qu'on cite comme ça sans trop y penser, les dominants sont dominés par leur domination, là, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que les dominants ont aussi dans leur cerveau la dichotomie fondamentale. Et au nom de l'idée de la virilité, par exemple, de la virtus. Virtus, c'est un bel exemple de présupposé tacite. Dans virtus, on n'entend pas vir. C'est une vertu est nécessairement masculine. Au nom de l'idée de la virtu, c'est-à-dire il faut être un homme, etc., on peut faire des tas de choses absurdes. Mourir pour la patrie, on peut se battre dans des guerres absurdes, on peut écraser le sexe dit faible, on peut faire toutes sortes de choses, et donc le dominé, pour être à la hauteur de l'idée qu'il a de lui-même, le dominant, pardon, le dominant, pour être à la hauteur de l'idée de lui-même que le monde social lui a inculqué, on peut être amené à s'imposer des sacrifices, jusqu'à y compris le sacrifice ultime de la vie, dans les sociétés archaïques, mais encore aujourd'hui. Oui, on a donc un bel exemple avec cette violence symbolique d'une violence sans violence, d'une certaine façon. Ah oui, ça c'est tout à fait... Là, il n'est pas question de chercher un responsable. Ce qui ne veut pas dire que la violence ne serve pas certains plutôt que d'autres. Là, c'est évident que la violence symbolique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit... quelle qu'elle soit, est un des fondements les plus puissants de l'ordre social.
Je pense que les sociétés modernes reposent, j'allais dire, au moins autant sur la violence symbolique que sur la violence physique ou économique. On dit un intellectuel engagé, c'est un intellectuel qui fait de la politique. C'est pas vrai du tout. C'est un intellectuel qui fait l'intellectuel, c'est un intellectuel qui intervient dans l'espace public, qui peut être l'espace politique, mais sans abandonner, sinon c'est un clown, les exigences ordinaires de son activité ordinaire de chercheur. Si aller sur le terrain politique, c'est dire n'importe quoi, c'est intellectuel, ce n'est pas... Je m'arrête.